Karianne, merci de vous être déplacée en studio pour une première entrevue de l'année 2024. Oui, bonne année. Bonne année. Bien, on est d'accord juste au bon moment. Oui. On vient d'apprendre, 2 février, que la commissaire à l'éthique n'enquêtera pas sur les prochaines demandes qui sont faites en lien avec le financement qui se fait avec la CAQ, entre autres. Est-ce que c'est un soulagement pour vous de savoir que ce qui était fait semble avoir été dans les normes, dans les règles? Il faut dire qu'en politique, il y a toujours de la partisanerie. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un niveau aussi élevé de partisanerie. C'est du financement qui a été dénoncé par les partis d'opposition. La commissaire a décidé d'enquêter sur 2 premiers cas, puis après, il y a eu plein de cas qui sont sortis dans les médias. Et notamment, on avait même mentionné mon financement. Puis finalement, elle vient dire, bien, les règles semblent avoir été respectées. Donc, dans notre cas, comme on l'a mentionné, la personne qui avait envoyé les invitations pour mon fameux cocktail l'avait fait avec sa propre adresse courriel, avec son téléphone, en dehors des heures de travail. Moi, j'ai envoyé près de 300 courriels. J'ai envoyé des courriels à tous ceux que je connaissais pour participer à cet événement-là. Il y a environ 80 personnes qui sont venues, dont des maires, des entrepreneurs, des amis, des bénévoles. Alors, on vient un peu dire que tout s'est déroulé selon les règles. Donc, cette partie-là, est-ce que maintenant, ça met fin au financement à 100 $? Parce que je sais que les gens du gouvernement en parlaient de peut-être se retirer, mais est-ce que c'est quelque chose qui sera permanent? C'est encore la ligne. Donc, nous, en fait, à la CAQ, on a fait campagne, puis c'était un peu notre identité, surtout avec Sonia Lebel, qui a été procureure à la commission Charbonneau. On a toujours dit l'intégrité, pour nous, c'est pas négociable. Alors, d'avoir des allégations comme ça, et je pense que vous l'avez vu, là, François Legault a été piqué au vif parce que pour lui, c'est tellement important la confiance que les gens ont envers lui, envers son gouvernement. Alors lui, il a dit, OK, là, ça sort un peu partout, il y a une tempête dans un verre d'eau. Ce qu'on veut, c'est mettre fin aux distractions. Donc, on a annoncé que pour nous, pour une durée indéterminée, il n'y aurait plus de financement populaire, ce qui veut dire qu'on ne va pas accepter des dons des gens. Le temps, justement, que mon collègue Jean-François Roberge s'assoit avec les différents partis politiques, avec le directeur des élections, puis là, on va s'asseoir et on va se dire, c'est quoi les règles du jeu? Parce qu'il faut que tout le monde joue selon les mêmes règles et là, que les autres partis nous fassent des attaques, alors que je tiens à préciser que quand le Parti québécois était au pouvoir, Pascal Bérubé, notamment celui qui a dénoncé, bien, lui aussi, il faisait des tournées en tant que ministre et il assistait à des cocktails. Et lui aussi, d'ailleurs, a une plainte au commissaire à l'éthique contre lui. Alors, c'était rendu plus une guerre partisane, puis je pense qu'on a voulu s'élever au-dessus de ça puis dire, on va s'asseoir avec tout le monde, on va clarifier les règles, puis après, on recommencera. Donc, à suivre ce dossier-là qui a fait couler beaucoup d'encre dans la dernière semaine. Si on regarde maintenant, un autre dossier qui est pour nous, la Cour de Beaupré, fait couler encore de l'encre, même si actuellement, on est un peu comme dans une situation en attente, c'est tout ce qui touche RCR avec le Mont-Saint-Anne, le gouvernement, les gens de la MRC. J'aimerais voir un peu les contacts que vous et le gouvernement avez avec RCR pour le moment. Bien, il y a nous, on travaille toujours sur le dossier. On sait que les gens de la Côte de Beaupré, puis pas juste les gens de la Côte de Beaupré, pas mal tous les touristes qui viennent ici faire du ski veulent une montagne mieux entretenue. C'est notre objectif. Maintenant, on a plusieurs scénarios. On sait que le propriétaire, Mary Edward, avait, avec RCR, fait un plan d'investissement, mais il demandait de l'argent du gouvernement. Donc, on est encore à analyser tout ça, savoir, parce que c'est sûr que si on donne à un, on ne peut pas juste cibler un endroit en particulier, il faut être équitable envers tout le monde. Il faut aussi regarder, si on met de l'argent, est-ce que le plan d'investissement va vraiment être respecté? Est-ce que RCR va bien entretenir et ses remontées qui sont malheureusement en mauvais état et ses pentes? Donc, nous, on attend. Il y a aussi l'aspect judiciaire pour le pourtour, donc tout ce qui est le pourtour. Et ça, c'est la MRC qui aimerait ça, pouvoir mettre la main sur la gestion du pourtour et peut-être mandater un organisme pour pouvoir entretenir le vélo de montagne, les pistes de vélo de montagne, les pistes de ski de fond. Donc, il y a encore beaucoup d'éléments attachés, mais dès mon jour 1, j'ai su que c'était la priorité sur la côte et on travaille encore très fort. Donc, vous gardez contact avec les gens de la MRC pour avoir un peu le Développement suivi. Côte de Beaupré, MRC, autant mon collègue Pierre Fitzgibbon qui s'occupe des négociations dans ce dossier-là, Jonathan Julien aussi. On a eu des rencontres récemment avec des gens de la CEPAC aussi pour savoir, bon, l'avenir de tout ça. Alors, il y a encore des rencontres qui se font, on travaille fort, puis aussitôt qu'on va pouvoir faire une annonce, on va le faire. Au niveau du parc éolien, qui est en train de se préparer, un projet important qui est tout près du premier, qui est en marche présentement. Oui. Là, bien sûr, il y a tout ce qui touche les audiences publiques du BAP.
sans rentrer dans les détails, parce que bien sûr, bon, il va y avoir l'audience qui va permettre de faire un bon portrait. Est-ce que pour vous, au niveau du gouvernement, ça semble un projet quand même intéressant de ce que vous avez vu? Bien, moi, j'ai eu une présentation, puis oui, c'est sûr que c'est intéressant. On va, à terme, si ça fonctionne, produire autant d'électricité, je crois que le barrage La Romaine. Ça serait le plus grand parc éolien au Canada. On parle d'environ entre 60 et 80 éoliennes, ça dépend le tracé et tout ça. On parle de 1200 mégawatts et pendant la construction de tout ce parc éolien-là, il va quand même y avoir 1500 personnes qui vont travailler. Puis là, on se dit, bien, ça va sûrement être des gens de la côte, des gens en construction. Donc, c'est sûr aussi que ça amène une certaine activité économique. On est en transition énergétique. Faut trouver une façon d'avoir de l'énergie verte. L'éolien, c'est de l'énergie verte. Alors, oui, il y a des pour. Je comprends totalement les inquiétudes qu'il peuvent y avoir pour certains citoyens. D'ailleurs, on a reçu des citoyens au bureau qui avaient des questions, qui voulaient avoir plus d'informations. Et là-dedans, les gens qui s'occupent, Boralex notamment, hein, qui s'occupent du projet, ont fait une espèce un schéma où ils peuvent dire justement en fonction d'où sont les éoliennes, les types de perturbations que ça peut avoir sur chaque territoire. Alors qu'ils sont bien équipés et comme vous l'avez dit, il y a le bac qui commence le 5 février. Les citoyens sont invités à aller poser leurs questions. Là. Et là, ça va être vraiment un endroit pour avoir toute l'information Oui. par la suite pour prendre la bonne décision pour la suite. Ils sont là pour les citoyens. Maintenant, même si on est Côte-de-Beaupré, île d'Orléans, j'aimerais voir, est-ce qu'au niveau du logement, est-ce que vous sentez qu'il y a de l'inquiétude aussi dans la région ou c'est un dossier qui est peut-être plus dans les grandes villes? Bien, j'apprécie que vous disiez ça parce qu'on peut avoir cette idée préconçue-là que, bon, c'est Montréal, Québec, pénurie de logement, crise du logement. Non, ça touche tout le monde. C'est pour ça que le gouvernement, tu sais, puis on a mis tellement d'argent à date pour lutter contre la crise du logement. C'est près de 5,5 milliards et plus là, depuis qu'on est au pouvoir. Et là, il y a 7 000 logements qui ont été livrés, mais il y en a 20 000 qui sont à différentes étapes, parce que bien sûr, il faut les plans, ensuite la construction, ensuite, bon, lorsqu'ils sont habitables. Donc, à différents degrés, il y en a environ 20 000 qui sont présentement en chantier, mais ce n'est pas juste ce que le gouvernement peut faire. Il y a aussi des initiatives, par exemple, des ententes avec Abbé-Saint-Paul. Il y a des ententes avec des centres de services où on peut avoir des projets particuliers. Je ne veux pas trop parler parce qu'il va y avoir des annonces, mais ce n'est pas que le gouvernement qui peut investir. Il y a des projets particuliers entre des communautés, des centres de services, entre des communautés, des gens d'affaires. Donc, il y a des belles ouvertures possibles. Il faut penser en dehors de la boîte parce que malheureusement, c'est vrai qu'il y a trop peu de logements qui sont disponibles. Ceux qui sont là sont trop chers. Alors, il faut agir quand même dans ce dossier-là. Bien, sans nécessairement dire que ça doit être le gouvernement qui doit construire. Est-ce qu'il peut amener certains facilitateurs, de trucs facilitateurs pour pouvoir accélérer et amener du privé à peut-être justement donner un coup de pouce pour augmenter le nombre de logements? C'est l'objectif. Mais vous savez, il y a ma collègue qui a présenté, France-Hélène Duranceau, son projet de loi pour le logement. Et oui, il faut encourager les promoteurs à construire, mais l'important est aussi de protéger le droit des locataires et des plus vulnérables. Donc, le projet de loi, ce qu'il est venu faire aussi, non seulement, bon, il y a construire le logement, mais la crise du logement, c'est pas que ça, c'est aussi les droits des locataires. Et là, on est venu inverser le fardeau de la preuve. Donc, si vous êtes un propriétaire et que vous voulez mettre dehors votre locataire, bien, c'est vous qui devez aller en cours pour prouver que vous pouvez l'évincer. Ce n'est plus maintenant le locataire qui doit se défendre aux petites créances ou devant les tribunaux. Donc, ça aussi, ça facilite. On a changé le singe sur l'épaule du propriétaire pour faciliter la vie des locataires notamment. On parle logement, donc bien sûr, si on n'a pas de logement, on peut parler d'itinérance. Est-ce que, encore un peu, sans dire que c'est un préjugé, mais on est dans une région où, à notre connaissance, on n'a pas visuellement l'itinérance qu'on voit à chaque coin de rue, quoi que ce soit, dans cette grande ville. Est-ce qu'ici, sur Côte-de-Beaupré, île d'Orléans, il y a des éléments qui vous font penser peut-être que ça va être un élément surveillé dans les prochaines années? Bien, j'ai eu cette semaine une rencontre avec les gens du CIUS à ce sujet-là parce que je voulais avoir un portrait de l'itinérance dans notre circonscription. Dans Charlevoix, il a été identifié certaines personnes qui n'avaient pas de domicile fixe, on parle de l'itinérance qui est visible. Sur la côte de Beaupré et l'île d'Orléans, on nous disait qu'il n'y a pas d'itinérance visible pour l'instant, ou du moins, ce n'est pas un phénomène qui est important. Il peut y avoir de l'itinérance ponctuelle ou cachée, comme on dit. Ça, c'est des gens qui n'ont pas de logement, mais qui habitent un mois chez un ami, 3 semaines chez un ami, chez un parent, mais il vient à épuiser toutes ses ressources
et éventuellement, cette personne pourrait se retrouver dans la rue. Sur la côte, peut-être l'avantage, c'est que les gens ont tendance à se diriger vers Québec où il y a des services comme l'Aube-Rivière, par exemple, pour les gens en difficulté. Mais effectivement, il y a une réflexion, notamment auprès de Développement Côte-de-Beaupré, pour regarder c'est quoi le portrait présentement. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il y a de l'aide qu'on pourrait apporter? Donc, il y a eu cette réflexion-là sur cette situation qui touche certaines villes plus que d'autres, mais quand même, on est alerte. Pour 2024, je veux voir déjà s'il y a des éléments qui sont en train de se préparer en agriculture, parce que bien sûr, la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans, c'est vraiment une industrie importante, l'agriculture. Est-ce qu'il y a des éléments que vous voyez déjà poindre pour 2024? Bien, c'est certain que l'été 2023 a tellement été difficile pour les agriculteurs. Il y a eu cette météo, beaucoup de pluie, des champs qui ont été inondés. Ensuite, il y a eu un gel quand même assez hâtif pour les champs. Le prix des intrants, la guerre en Ukraine. Il y a eu également la restriction des marchés chinois sur l'industrie porcine. Ça fait mal à l'industrie porcine. Fait que là, ça fait plusieurs couches là, que les agriculteurs ont sur leurs épaules. Je sais que le ministre M. Lamontagne, le ministre de l'Agriculture, est allé sur l'île d'Orléans pour parler avec les agriculteurs, pour prendre le pouls, savoir quels seraient les meilleurs programmes. Pour l'instant, depuis la crise, on a agi surtout sur la liquidité, donc des prêts, de l'argent rapidement pour qu'eux puissent continuer à fonctionner. Mais il y a une réflexion qui est en train de s'entamer. Je sais que mon collègue rencontrait plusieurs groupes pour qu'on fasse une planification à long terme avec les besoins d'aujourd'hui, parce que, veut pas, il faut s'adapter aussi à tout ce qui est changement climatique, environnement. Parce qu'on voit, on a calé du côté de l'Europe, on voit vraiment qu'il y a une crise assez incroyable. Pas espérer que ça vienne jusqu'ici. Donc, vous pensez à des éléments pour aider les agriculteurs à ne pas assurément. vivre des Assurément. On voit partout à travers le monde et on est de plus en plus nombreux sur la planète, donc de plus en plus de personnes à nourrir. La planète ne grandit pas. On a la même quantité de terres cultivables. Et d'ailleurs, au Québec, c'est quand même, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est quoi, 2 des terres qui sont cultivables. Donc, il faut les protéger. Puis, il faut valoriser aussi le travail des agriculteurs parce que c'est carrément eux qui nous nourrissent. L'environnement, toujours un secteur important pour vous. Je voyais qu'entre autres, au niveau de la gestion de l'eau, vous avez rencontré les gens des bassins versants de Charlevoix à Montmorency pour voir un peu des plans, prévoir des éléments ou comment réagir face à des événements qu'on a vécu comme entre autres à Baie-Saint-Paul l'an passé, ou aussi même sur la côte de Beaupré. Je prends à Beaupré qu'il y a eu des déversements en plein été qu'on ne connaissait pas. C'est ça. Bien, il y a plusieurs aspects. En fait, ils devaient renouveler leur plan directeur, ça veut dire le plan pour les prochaines années. Ils sont venus me le montrer. Il y a plein de demandes. On aimerait ça avoir une loi constituante pour qu'il y ait de l'argent récurrent, pour qu'ils puissent faire de la sensibilisation. Donc ça, c'est un dossier. J'ai un rendez-vous avec ma collègue Agnès Grondin qui s'occupe de tout ce qui est eau au gouvernement et on va parler justement de comment protéger nos ressources d'eau. Mais vous faites bien de le mentionner, ce qui est arrivé à Baie-Saint-Paul, on ne l'attendait pas. Puis c'est ce que l'OBV nous a dit, on surveille différentes rivières qui pourraient être problématiques, différents secteurs, et Charlevoix n'était pas du tout sur la carte. Et là, quand c'est arrivé, on s'est rendu compte que, OK, peut-être qu'il peut y avoir des problématiques à d'autres endroits qu'est-ce qu'on avait anticipé. Donc, ça va amener notre réflexion et c'est ce qu'on est en train de faire. Du côté du gouvernement, bien, on travaille dans les deux fronts, on travaille en amont. Et là, justement, il y a des bureaux qui vont travailler à analyser les risques un peu partout. Et il faut travailler aussi à sécuriser. C'est pour ça qu'on avait fait cette annonce d'1 million de dollars pour sécuriser justement la digue autour de la rivière du Gouffre à Baie-Saint-Paul. Puis bien sûr, là, près de 15 millions jusqu'ici qui ont été donnés là, pour en aide financière à ceux qui ont été touchés par les inondations. Je reviens maintenant sur un élément que je trouvais intéressant. C'est au niveau des métiers d'avenir. Vous avez travaillé avec votre collègue, Mme Champagne-Jourdain. Juste peut-être voir, vous souhaitez, avec cette initiative, amener les jeunes à aller vers des métiers qui sont davantage, qui offrent davantage d'emplois dans le futur. Oui, puis c'est certain que construction va en faire partie. D'ailleurs, j'en profite pour dire que la ministre Catherine Champagne-Jourdain était ici, chez Rita, à la buvette chez Rita. Elle a rencontré des entrepreneurs. Okay. On a visité Cuisine Simard et voulait venir parler là, aux entrepreneurs de la région, savoir de quoi ils ont besoin, la main-d'œuvre, à quoi ça ressemble ici. Donc, les gens de la Côte-de-Beaupré ont pu la rencontrer. Puis oui, il y a cette offensive. D'abord, on le dit, il faut trouver 47 000 travailleurs dans les prochaines années. Donc, ce qu'on veut faire, c'est convertir, notamment avec l'automatisation, la numérisation des emplois qu'on peut remplacer par la technologie et emmener ces travailleurs-là à se requalifier. Là, comment est-ce qu'on fait ça? Bien, il y a différents ministères qui sont dans la boucle. En éducation, on fait des formations plus courtes. Et vous avez vu maintenant, il y a des formations même où les gens sont payés, notamment en construction. Donc, on fait des formations attrayantes, plus courtes, pour que les gens entrent rapidement sur le marché du travail. Mais vous avez parlé des métiers d'avenir, c'est sûr que la santé est là-dedans. Tout ce qui est informatique aussi.
et la construction, différents métiers là, qui font partie. On parlait aussi des génies, parce que c'est quelque chose de très important. J'ai mis ça dans l'informatique, mais oui, génie aussi. Et si les gens veulent en savoir, il y a un site qui est vraiment fait pour ça par rapport au métier ou c'est en allant sur le site du gouvernement? Si vous allez sur le site du gouvernement, je n'ai pas l'adresse par cœur, mais effectivement, le site du gouvernement, Opération main-d'œuvre, vous allez trouver toutes les informations. Puis ce qu'on veut, en fait, c'est qu'il y a certains métiers où on est sûr d'avoir un bon salaire et où on est sûr d'avoir un emploi en terminant la formation. Alors, ça peut sembler alléchant pour des jeunes qui ne savent pas nécessairement encore ce qu'ils veulent faire, peuvent aller sur le site, regarder les différentes formations. Ça pourrait les inspirer. Pour les métiers qui touchent la construction, on peut parler même des génies. Au niveau des dames, des femmes, il y a davantage de femmes qui s'inscrivent dans ces programmes-là. Est-ce que vous avez pensé à avoir des incitatifs pour ramener des métiers qui sont plus traditionnellement masculins, pour ramener ces gens-là un peu justement avec place aux jeunes? Est-ce qu'il y a des éléments que vous pensez pouvoir travailler là-dessus pour inciter les femmes, par exemple, à aller plus en construction, par exemple? Oui, bien, peut-être que le ministère, en fait, a planifié quelque chose comme ça. C'est pas... encore, je peux leur donner votre idée, sinon. J'ai pas vu d'initiative de ce genre pour l'instant, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes. Je parlais justement avec une peintre et elle disait, quand j'ai commencé, j'étais tout seul de femmes, puis maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui sont peintres sur des chantiers, donc avec les qualifications et tout ça. Donc oui, les femmes de la construction, les femmes en construction sont les bienvenues. Il y a beaucoup de métiers, notamment, soit avec la machinerie, qui peut faciliter le travail des personnes qui sont peut-être plus petites ou qui ont une force différente. Alors, assurément, on a besoin de tout le monde, là. On a besoin des hommes, des femmes, des gens non-binaires. On a besoin de toutes les personnes qui veulent mettre la main à l'épaule et travailler là, pour construire le futur du Québec. Dans les discussions, en fait, ce qu'on a vu durant la semaine, vous parliez éventuellement d'un deuxième mandat, vous souhaitez vous lancer. Quelles sont les actions que vous pensez faire pour pouvoir... Parce que là, on voit qu'il y a eu quand même une baisse au niveau de la popularité au niveau de votre parti. Avez-vous des éléments? C'est sûr qu'actuellement, vous rencontrez plusieurs personnes, vous êtes sur le terrain, mais est-ce qu'il y avait des éléments que vous souhaitez davantage travailler dans les prochaines années pour reconquérir justement les électeurs qui sont peut-être déçus présentement? Bien, moi, j'espère, et j'ai ce rêve peut-être un peu fou, un peu naïf, de dire que j'espère que les gens vont voter pour Karianne Bourassa. C'est sûr que j'appartiens à un parti puis que je partage les idées de la CAQ. Je crois foncièrement que c'est la meilleure option pour le Québec, pour l'avenir, la construction, la santé. Ce qu'on est en train de faire en santé, ça va carrément changer la donne pour les générations futures, en éducation aussi. Donc, j'y crois foncièrement. Mais je veux que les gens votent pour moi, pour ce que je peux leur apporter, ce que j'apporte à la communauté. Tu sais, je suis tout le temps sur le terrain. Je reçois tous les citoyens qui font des demandes. Mes employés vont pouvoir vous le dire. On travaille 7 jours semaine, 24 heures par jour, toujours avec notre téléphone. Tu sais, je suis dévouée, j'adore ce que je fais. Puis je le fais avec passion et avec cœur. Alors, j'espère que les citoyens vont me refaire confiance. Puis, en fait, c'est pas mes enjeux, mais ce sera leurs enjeux. C'est sûr qu'il nous reste encore plus que 2 ans. Oui, il y a certains dossiers qui vont être réglés d'ici là. Je ne sais pas quels seront mes engagements lors d'une prochaine campagne électorale, mais pour moi, c'est sûr que ce qui est important, je l'ai dit, c'est que les régions aient leur représentation au sein du gouvernement, donc autant Baie-Sainte-Catherine, autant Saint-Tite-des-Caps, autant justement Saint-Jean de l'Île-d'Orléans, qu'on représente chaque petit village avec leurs préoccupations. Le tourisme qui est vraiment important, vous l'avez dit, l'agriculture également, la gestion de l'eau, c'est tous des éléments qui sont super importants pour le gouvernement. Donc, vous avez toujours du plaisir à le faire? Ah, tellement! J'adore ce que je fais. J'aime rencontrer les citoyens. En fin de semaine, je m'en vais à Château-Richer pour la fête du Château-Blanc. Oui. Donc, je suis toujours sur le terrain. Les citoyens viennent me voir, me parlent de leurs préoccupations, que ce soit à l'épicerie, que ce soit sur les pentes de ski. Je suis toujours abordable, puis c'est toujours le temps de venir me parler parce que je suis là pour eux, dans le fond. Donc, on va surveiller avec grande attention l'année 2024. Merci d'être passé nous parler de ce qui s'en vient pour vous ici. Bien, un grand plaisir. Merci beaucoup.